Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré aux 10 facteurs clés de succès pour un projet d'ordonnancement de la production. On va attendre juste quelques secondes et puis on va démarrer puisque les participants sont en train de se connecter. Juste quelques secondes et puis on démarre. Alors, nous avons un ordre du jour assez chargé, puisqu'on va passer en gros 1 heure ensemble, constitué de 45 minutes de présentation, et puis on a gardé bien sûr du temps pour les questions-réponses. Je vous propose donc que l'on démarre tout d'abord par une présentation des différents interlocuteurs. Voilà, donc nous serons 4 à intervenir au cours de ce webinaire. Je me permets de commencer. Donc, je suis Olivier Borin, je suis associé au sein du cabinet Advance Consulting à Lyon, en charge des activités supply chain. Et voilà, je suis expert sur des problématiques de planification et d'ordonnancement, puisque c'est des thématiques que j'adresse depuis fort longtemps en tant que consultant. Je passe la main à Frédéric. Oui, bonjour à tous. Donc, Frédéric Mallet, je suis ingénieur de production de formation. J'ai démarré ma carrière par ces 7 ans d'activité dans PME en tant que responsable de production en PME et en grand compte. Et depuis une vingtaine d'années en société de services et mise en place de solutions de gestion de production, notamment planification et ordonnancement. Voilà, et je passe la main à Nicolas. Oui, bonjour, Nicolas Cornu, je suis Sales Expert Hortem chez Keonis. Donc, mon rôle est d'accompagner les équipes commerciales terrain dans la promotion de la solution de planification et d'ordonnancement Hortems. Et Guillaume. Bonjour à tous, enchanté, Guillaume Pomard, solution architecte APS. Je suis dédié à cette solution d'Almia Hortems depuis 6 ans chez Keonis. Je déploie les projets chez nos clients et aussi j'assiste les équipes commerciales sur la partie technique et fonctionnelle. Merci Guillaume. Alors, comme je le disais en introduction, nous avons un ordre du jour assez chargé. On commencera par une présentation très rapide de nos 2 sociétés respectives. Ensuite, on parlera des enjeux de l'ordonnancement de production, avec une présentation un peu générale de la solution Hortems. Ensuite, on fera vraiment un focus sur les 10 facteurs clés de succès qui sont donc la thématique de ce webinaire, et on couplera ça à une démo live. Ce sera une illustration quelque part de certains de ces facteurs clés de succès, puisque certains seront présentables, d'autres non, en fait. Voilà. Ensuite, une petite conclusion et une séance donc de questions-réponses. On a souhaité faire ce webinaire ensemble parce que nous, on apporte, je dirais clairement, la vision plutôt conseil vis-à-vis de nos clients, là, et on trouvait intéressant de pouvoir illustrer avec la présentation d'un outil. Et clairement, Hortem, c'est un outil en termes d'ordonnancement qui est un des leaders du marché. Et voilà, c'est pour ça qu'on a aussi proposé ce webinaire avec la société Keonis, avec laquelle nous avons des échanges réguliers. On va commencer par un petit sondage. Je vais demander à Damien, qui est en bac, de lancer ça va être rapide, nous avons 2 petits sondages à vous proposer. Le premier qui est donc, Damien, est-ce que je te laisse, tu peux lancer le premier sondage, s'il te plaît, qui concerne, voilà, nous avons 2 questions qui vous sont posées. On vous laisse un peu de temps pour répondre. Alors, Damien, je te laisse évaluer à quel moment il faut clôturer les sondages en fonction du nombre de réponses. Alors, allez, on va regarder, effectivement, si on regarde ici les réponses, comment évaluez-vous la maturité, en fait, de votre projet d'ordonnancement?
Hop. Alors, globalement, il y avait 5 niveaux et on a aujourd'hui plutôt une maturité évaluée entre 2 et 3. On a encore peu de monde de connecté, et globalement, avez-vous un projet d'ordonnancement en cours à venir? On a également ici des gens qui ont des sujets puisque les projets sont en cours ou à venir. Parfait, merci pour ces réponses. Je vous propose maintenant qu'on rentre dans vraiment la présentation. Donc, on va commencer par une petite présentation de nos sociétés respectives. Rapidement sur Advance Consulting. Donc, Advance, nous sommes un cabinet de conseil en management qui est basé à Paris et à Lyon. Environ une centaine de consultants pour environ 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est multisectoriel et multispécialiste, c'est ce que l'on va voir tout de suite, puisqu'en termes de couverture d'offres, nous intervenons sur, je dirais, globalement l'ensemble des dimensions de transformation digitale d'une entreprise. Et concernant la thématique supply chain, gestion industrielle, vous avez ici un extrait des thématiques que nous sommes à même d'adresser chez nos clients. Et vous voyez qu'on adresse notamment toutes les thématiques de planification et d'ordonnancement, que ce soit depuis les phases de cadrage des projets, en passant par les aides au choix de solutions et l'accompagnement à la mise en œuvre des solutions. Avec tout cela implique en termes de travail sur les processus d'organisation, de qualité de la data, etc. C'est des choses qu'on évoquera au cours de cette présentation. Nos clients, on l'a dit, donc multisecteurs, aussi bien de l'industrie manufacturière, de l'agroalimentaire, du life science, de l'aéronautique et de la défense. Bref, voilà, on a un ensemble de secteurs très, très variés avec des contraintes à chaque fois en termes d'ordonnancement qui sont du coup très, très, très différentes. Nicolas, je te passe la main. Merci Olivier. Donc, société Keonis, on est une société qui fait partie d'un groupe Zenith, un groupe allemand, qui fait un peu moins de 900 collaborateurs. En France, on est une bonne centaine. C'est important de noter qu'on a une dizaine d'implantations à travers le monde. On a de plus en plus de clients qui demandent à être accompagnés globalement, suivant les différentes implantations. Notre métier, c'est simple, on est spécialisé dans la continuité numérique et on s'appuie pour ça principalement sur les solutions de Dassault Systèmes pour accompagner nos clients. Alors, les solutions de Dassault Systèmes, on les connaît souvent au travers de ce qu'on appelle la maquette numérique, donc des solutions type SolidWorks ou CATIA, qui sont des noms connus et reconnus, mais l'offre Dassault est beaucoup plus vaste que ça. Notamment, on pourrait parler de plateformes collaboratives, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'offre autour du manufacturing et de la planification d'ordonnancement, qui est un des leviers forts de croissance aujourd'hui chez Dassault Systèmes et chez Keonis. Et de même, pour parler de nos clients, on a un éventail de clients extrêmement vaste. On parle de la pharma, en allant sur l'industrie manufacturière, en passant aussi par des gens qui font de l'embouteillage de bouteilles de vin. Ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, les problématiques d'ordonnancement concernent à peu près tous les secteurs d'activité industrielle et que nos clients sont équipés d'un certain nombre de RP différents avec qui on s'interface parfaitement. Et on reviendra dessus un peu plus tard. Olivier, je te laisse prendre la main pour la suite. Merci. Alors, avant de rentrer sur la partie vraiment facteur clé de succès, je pense que, comme disait Nicolas, on a de plus en plus à faire. Clairement, c'est un besoin que l'on ressent chez de nombreux industriels. Et en fait, ce besoin, il est lié à un certain nombre d'enjeux, en fait, que l'on va retrouver globalement auprès des industriels. Clairement, l'enjeu aujourd'hui, c'est la rentabilité, pour toutes les entreprises. Et cette rentabilité, elle va passer entre autres par un certain nombre de facteurs qui sont la satisfaction des clients, bien sûr. L'agilité industrielle, c'est la capacité à s'adapter. On sait bien qu'on est dans un monde qu'on qualifie de VUCA aujourd'hui, qui est vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Donc les industriels doivent faire preuve d'agilité et néanmoins, cette agilité, elle doit aussi correspondre à un besoin de maîtrise des coûts. Donc ça veut dire que pour satisfaire ces éléments, on a un certain nombre de points sur lesquels on va pouvoir jouer, notamment lorsqu'on va parler grâce à l'ordonnancement de production, c'est la maîtrise des temps de cycle, c'est clairement des objectifs, la maîtrise des niveaux de stock, que ce soit aussi bien des stocks matières que des stocks d'encours,
Également, on va pouvoir travailler sur la productivité de l'entreprise et du coup accroître au final le taux de service client, donc pour cette logique de satisfaction client. Le fait aussi de mettre en place un outil d'ordonnancement, ça va aussi contribuer à, je dirais, avoir une vision beaucoup plus claire et une forme de capitalisation des compétences d'ordonnancement qui sont souvent bien souvent dans la tête des ordonnanceurs. Et voilà, c'est l'occasion de formaliser ces compétences-là et au passage de revoir le processus global et de mettre en place un processus efficient qui va permettre justement d'améliorer globalement la performance. Nicolas, je te laisse prendre la suite. Merci. Alors, juste, on va en parler un petit peu de Delmia Hortems en quelques minutes. Mais avant de cela, moi, j'aimerais qu'on prenne un instant pour regarder ensemble la réalité aujourd'hui de l'ordonnancement industriel. Et les constats qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, l'ordonnancement repose encore sur des outils comme Excel, sur des modules ERP. Et on est souvent sur des outils qui sont très statiques, manuels, chronophages, qui sont peu collaboratifs et extrêmement rigides. Donc, encore une fois, le constat qu'on fait, c'est que les industriels passent un temps fou à ajuster les plannings, à jongler avec les priorités, à gérer les urgences. Et malgré tout ça, malgré tous ces efforts, ils restent exposés à des risques d'erreur, à des retards, notamment des ruptures de stock ou des surcharges de ressources. Et une des raisons, c'est que les outils ne tiennent pas en compte de la réalité du terrain, que ce soit au niveau des pannes machines, des maintenances des machines, de la disponibilité de la main-d'œuvre, des temps de réglage. Et ces outils ne permettent pas non plus de prendre des décisions multicritères. Comment on va arbitrer entre le taux de service, entre les coûts, les délais, entre l'utilisation des ressources. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on arrive souvent à ce qu'on appelle chez Equionis la planification acoustique. La planification acoustique, c'est quoi? C'est celui qui va crier le plus fort qui va avoir raison, ou alors c'est être le dossier qui va être prioritaire pour la direction, qui va être privilégié au détriment du reste de la production. Donc en fait, c'est là où intervient Delmia Hortems. Alors, Delmia Hortems, c'est quoi? C'est une solution de planification et d'ordonnancement à capacité finie qui va prendre en compte toutes les contraintes industrielles pour permettre de construire un plan et un planning qui va être optimisé, réaliste et surtout piloté par vos propres critères de performance. Donc l'idée, c'est de passer d'un ordonnancement qui va être subi par les équipes à un ordonnancement qui va être plus maîtrisé, agile et stratégique. Et c'est ce dont on va parler dans la suite du webinaire. Donc en quelques mots, Hortems, c'est quoi? C'est un outil qui va permettre de synchroniser de manière dynamique la demande client, la production et les appros. C'est une solution interactive d'aide à la décision. Encore une fois, ce mot d'aide à la décision est important, de proposition de planning qui va permettre de faire plusieurs simulations de planning et de les comparer. Et de possibilité aussi de faire ce qu'on appelle des what-if scénarios. C'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si on a une panne machine? Qu'est-ce qui se passe si on décide de passer en 3.8? Et en même temps, Hortems va afficher de manière en temps réel des indicateurs de performance pour mesurer la performance du plan et les différents impacts des décisions prises. Donc, Hortems va proposer sur 2 moteurs. Le premier moteur, qui est un moteur qui s'appelle Manufacturing Planner, qui va être un moteur de planification à moyen et long terme pour simuler la charge, faire des exercices de charge capa, d'anticiper les besoins en ressources, en matière, et de construire un plan directeur qui soit réaliste et surtout aligné avec la demande et les capacités disponibles. Et le second moteur, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, qui s'appelle Production Scheduler, qui va être un moteur d'ordonnancement à court terme, en capacité finie, et qui va permettre tout de même de faire des exercices de charge capa à moyen terme. Donc, encore une fois, Hortems, c'est quoi? C'est une solution d'ordonnancement à capacité finie, capable de prendre des décisions avec l'ensemble des contraintes industrielles pour produire un planning qui soit réaliste. Et puis, grâce à son moteur d'optimisation, qui est extrêmement puissant, Hortems va générer automatiquement un planning qui va respecter l'ensemble des contraintes, tout en maximisant la performance, que ce soit au niveau de la réduction des délais, d'amélioration du taux de service, d'utilisation de ressources. Donc, pour conclure, Hortems va permettre aux ordonnanceurs de simuler plusieurs scénarios, d'ajuster dynamiquement le planning, le cas échéant, et surtout de collaborer. Hortems, c'est aussi un outil qui permet de décloisonner les services en donnant accès au planning à l'ensemble des services de la société.
Olivier, je te laisse reprendre la main sur les facteurs clés. Merci Nicolas pour cette introduction sur l'outil. Alors, on va rentrer donc dans les 10 facteurs clés de succès. Le premier d'entre eux, c'est un facteur qui est primordial et sur lequel il y a toujours de grandes discussions dans le cadre des projets d'ordonnancement de production. C'est la maîtrise des master data. On va parler globalement des données techniques, en fait. C'est toujours cette qualité, cette gouvernance des master data, c'est toujours le premier facteur qu'on va retrouver dans les échanges, puisqu'en général, le premier écueil auquel on va être confronté, concerne cette thématique. La plupart des données techniques sont gérées dans l'ERP, et il est fréquent qu'elles le soient avec un niveau de détail qui est suffisant pour de la planification macro, mais pas toujours, et potentiellement du contrôle de gestion, mais pas forcément pour de l'ordonnancement de production. Le premier exemple concerne par exemple les ressources de production. Dans un ERP, souvent, on va modéliser plutôt ce qu'on appelle des centres de charge qui correspondent à un ensemble de ressources équivalentes. Exemple, le centre de charge correspondant dans la mécanique à des machines de fraisage, alors que lorsqu'on va faire de l'ordonnancement, on va avoir besoin d'aller à un niveau beaucoup plus fin, puisque ce qui va nous intéresser, c'est la machine qui va faire partie de ce centre de charge. Pourquoi ? Parce que la machine en elle-même, chaque machine peut avoir des caractéristiques qui lui sont propres en termes de cadence, par exemple, de capacité à traiter des types de pièces, en termes de taille de pièces, par exemple, mais également avoir des contraintes qui sont propres de type j'ai une maintenance planifiée sur cet équipement, sur cette machine, et donc cette machine, elle va devenir inutilisable sur une journée ou un créneau horaire spécifique. Donc c'est pour ça que et l'ordonnancement, lui, il a besoin d'aller à ce niveau de détail. Un autre exemple en termes de ressources, ce sont les ressources de type main-d'œuvre. Les opérateurs de production. Souvent dans les ERP, on va déclarer les machines et puis on va caler en termes d'ordonnancement simplifié. Finalement, on va mettre des opérations sur ces machines sans tenir compte de la contrainte humaine aussi. Et la contrainte humaine, c'est là aussi la disponibilité, par exemple, des opérateurs de production, que ça peut être des régleurs avec une compétence spécifique, ça peut être des gens qui ont une qualification particulière. Et donc, avec l'outil d'ordonnancement, on va être capable de prendre en compte cette contrainte-là. Et donc, il va falloir la modéliser d'un point de vue données techniques. Ensuite, cette partie de définition du détail des ressources, ça a forcément un impact sur les gammes de fabrication. Là aussi, en général, dans les ERP, on est au niveau des gammes et des opérations de gamme. On va faire apparaître des ressources et des informations sur les temps, etc., basées sur finalement la connaissance et le niveau de détail que l'on a dans l'ERP, alors que dans un outil d'ordonnancement, on va devoir aller plus loin. Aller plus loin, ça veut dire, par exemple, gérer, donc comme on l'a vu, des ressources plus fines, des notions de ressources alternatives, c'est-à-dire cette opération, elle est faite par défaut sur cette machine, mais elle peut aussi être faite par d'autres machines avec des caractéristiques qui leur sont propres. Et ça peut être aussi, au niveau de la gamme, des différences en termes de finesse, de précision des liens entre opérations. Les opérations, souvent on dit cette opération elle se fait avant celle-ci, mais avec un outil d'ordonnancement on va pouvoir aller plus loin, par exemple de dire on a des logiques de synchronisation, de chevauchement d'opérations par exemple, et puis on va aussi avoir des logiques de dire j'ai une opération qui est une opération de peinture, et bien l'opération suivante ne pourra pas démarrer avant X heures de séchage en fait. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on va être capable de modéliser et qu'on ne pourra pas et dont on n'a pas forcément besoin lorsqu'on est au niveau de l'ERP. Donc ça va nécessiter quand même ce niveau de précision. Sur les nomenclatures qu'on évoque ici, en général, on n'a pas trop de problèmes puisque les nomenclatures, elles sont dans l'ERP, elles sont utilisées pour le calcul des besoins et puis également pour la gestion des stocks et les approvisionnements. Donc en général, les nomenclatures sont plutôt à un niveau correct. Un autre point d'attention, ça va également concerner tout ce qui touche ce qu'on appelle les paramètres MRP. Alors, il y a tout un tas de paramètres à MRP, on parle des stocks de sécurité, on parle des seuils de rappro, etc.
Et on va aussi parler des délais articles, qui est un sujet important pour l'ordonnancement, puisque ce délai article, c'est lui qui va permettre de définir au niveau de la génération des OF les dates de début et les dates de fin des OF, qui sont les dates planifiées des OF. En général, toutes ces informations MRP, elles sont bien mises à jour au moment où on fait le projet URP. Puis après, dans pas mal d'entreprises, on a tendance à les oublier. Donc voilà, et donc c'est l'occasion aussi de revoir ces informations-là dans le cadre du projet et de mettre en place des processus pour qu'on revoie périodiquement ces informations. Le dernier point, c'est typiquement des données qu'on ne retrouve quasiment jamais dans les ERP, qui sont ce qu'on appelle les matrices de temps de changement. C'est finalement la logique de dire, en fait, c'est des informations qui vont permettre d'aller faire de l'optimisation sur le séquencement d'opérations. Exemple, j'ai une logique de montée en couleur sur une ligne de peinture. Et bien en fait, je vais décrire dans une matrice les temps pour passer d'une couleur à une autre, en fait. Ce qui va permettre ensuite à l'outil d'ordonnancement d'aller chercher de l'optimisation pour proposer un séquencement qui est logique, en fait. Typiquement, dans un ERP, cette information, elle n'est pas nécessaire. Et donc, dans ce cas-là, elle n'a pas été modélisée. Donc, le projet d'ordonnancement est l'occasion d'aller modéliser ce type de contraintes, en fait. Et souvent, d'ailleurs, on les gérera directement dans l'outil d'ordonnancement lui-même. On verra qu'on parle de logique d'architecture dans l'un des facteurs clés de succès, par la suite, donc d'architecture applicative et de répartition des rôles entre les systèmes. Voilà, ça c'était pour le premier facteur clé de succès. Frédéric, je te laisse la main. Oui, alors sur le deuxième facteur clé de succès, on peut se poser la question comment j'ordonnance et selon quelle stratégie. On verra que la stratégie qu'on définit ici, elle peut être très bien prise au niveau de la direction industrielle. Et ça peut être très efficace. Donc, dans ce premier facteur, on va identifier des critères d'ordonnancement, des critères métiers. Alors, c'est un mot critère qu'on va réutiliser avec la démonstration que va nous faire Guillaume dans l'outil Hortems, puisque c'est le mot qui décrit effectivement les éléments. Au niveau de ces critères, je vais parler des règles de séquencement. Alors, Olivier vient d'en parler de quelques-unes, je vais y revenir. Ensuite, on verra certaines fonctionnalités, certains algorithmes qui vont être efficaces pour l'ordonnancement. Et ensuite, on finira par les différents paramètres de stratégie, on va dire, au niveau de l'optimisation d'un planning. Donc, véritablement, ce premier facteur clé, c'est la capacité à modéliser les critères d'ordonnancement qui viennent du terrain, de manière à ce qu'ils répondent le plus possible aux enjeux de l'entreprise. Par exemple, on peut parler des campagnes de production qui pourraient générer des ordres de lavage en automatique, par exemple, si on définit des débuts et des fins de campagne. Ou bien des séquences toutes faites qui on sait sont déjà optimisées, ce qu'on appelle des pattern wheels. Voilà. Autrement, ce qu'a mentionné Olivier, les setup matrix, les matrices de changement ou les matrices de préparation qui permettent d'optimiser des temps, de diminuer des temps. Par exemple, sur un déploiement au niveau de l'agroalimentaire pour la fabrication d'arômes, eh bien, entre, par exemple, la fabrication d'une menthe et d'une vanille, eh bien, si on passe du menthe à la vanille ou de la vanille à la menthe, les temps seront différents au niveau du lavage. Voilà, c'est typiquement ce genre de problématique. Voilà, donc ce qui est important ici de se rappeler, c'est que cette connaissance elle est dans la tête des ordonnanceurs et il va falloir la collecter et la modéliser de manière à ce qu'elle puisse être rentrée dans l'outil. Donc, c'est un point important. Ensuite, au niveau des algorithmes, je peux en citer deux, trois rapidement, des algorithmes sur les délais, sur les coûts, qui peuvent être intéressants pour les ordonnanceurs afin d'automatiser. Par exemple, minimiser les retards ou maximiser le taux d'utilisation d'une ressource. Ça peut être un des critères d'algorithmie. Ou réduction des temps de cycle, ou bien prise en compte de la date d'engagement dans la commande client en priorité. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ensuite, au niveau de la disponibilité des composants,
il y a aussi des règles qui peuvent être établies en identifiant des fenêtres de production. Je vous prends un exemple sur une production de parfums où les matières premières en fait ne sont disponibles que sur une période bien spécifique, comme la rose de mai par exemple chez un parfumeur à grasse. Et bien dans l'ordonnancement, les ordres vont pouvoir se placer uniquement sur le mois de mai. Voilà, c'est typiquement des choses qui peuvent être définies à l'avance. Et puis en dernier point, les scénarios de simulation et d'optimisation, donc qui vont permettre de fournir un planning optimisé. Voilà, donc on a fini sur le premier facteur clé. On a vu les règles, les fonctionnalités. Maintenant, on va passer à le deuxième facteur clé. On va passer au troisième facteur clé qui concerne les processus métiers et les processus digitaux qui doivent être alignés. Et effectivement, alors du coup, oui, merci. Donc du coup, la mise en place d'une solution doit s'accompagner en prérequis d'une réflexion vraiment véritablement sur la cohérence des processus entre les processus métiers et le digital. Alors on peut se poser pour aider à essayer de trouver les bons leviers, on peut se poser un certain nombre de questions. Par exemple, pour gérer, à quel endroit on gère les master data. Olivier l'a mentionné tout à l'heure. Les matrices de changement, même les matrices de changement, on les gère où? On les gère au niveau ERP, à quel niveau? Au niveau de l'APS. Voilà, donc ça c'est une question d'architecture qui doit être posée. Un autre exemple sur la confirmation des ordres, les ordres de production. On l'a fait où? À quel niveau? ERP, APS, ou bien sur le MES, sur le Manufacturing Execution System, on peut très bien l'avoir à ce niveau-là. Également pour le MRP doit être exécuté soit dans le RP, le calcul des besoins, mais il peut être aussi exécuté au niveau de l'APS. Donc tous ces facteurs doivent être posés et partagés. Voilà, en amont. Voilà. Et oui, voilà. Donc là, on va passer maintenant à la démo, à la démonstration de Guillaume sur ces premiers facteurs. Donc Guillaume, je te laisse la main. C'est parfait. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, c'est en train d'arriver, je pense. Hop. Alors, il faut juste que j'accepte. Voilà, c'est parti, c'est en train d'arriver. Eh bien, merci à tous. Alors là, mon but, c'est d'illustrer quelques-uns des propos qu'on a évoqués avant dans une démo ici où je me place en tant que planificateur d'un environnement de démo Hortems où je suis planificateur d'une entreprise qui fabrique des boîtes de vitesse. Et sur cette entreprise-là, on retrouve des postes de charge qui sont regroupés eux-mêmes dans des centres de charge. Donc on retrouve un peu cette granularité post-machine ILO, un peu centre de charge comme on peut avoir dans un ERP. On les retrouve ici sur notre marge de gauche. Donc je peux voir que j'ai des postes de charge assemblage, j'ai des rectifieuses, j'ai des fraiseuses, des tours, et ensuite un poste de conditionnement. Et par rapport à ces postes de charge, ici, je retrouve un horizon de temps, un horizon de planification qui est décomposé en journées, que je peux facilement faire défiler. Cet horizon, je pourrais décider plutôt de zoomer un peu plus à un shift de 8 heures, ou sinon de prendre un peu plus de hauteur et d'aller à la semaine ou au mois. Mais revenons-en au jour. Et sur ces différents postes de charge et sur cette maille de temps, on retrouve des blocs, des opérations qu'on a séquencées sur ces machines. Et ces blocs-là, ils appartiennent à des OF. Et mon but, c'est en tant que planeur, c'est de construire une vue ici, ergonomique, dans laquelle je retrouve toutes les informations nécessaires pour planifier. Et pour cela, par exemple, ça peut passer par une infobulle qui affiche des informations qui sont intéressantes. On peut passer par ce qu'on affiche au niveau de l'opération. Donc ici, par exemple, on affiche le code OF. On peut aussi jouer au niveau du code couleur. On verra comment ça peut être pratique ensuite. Et ce plan-là, ce n'est pas qu'un plan visuel, c'est un plan sur lequel, en tant que planeur, moi, je peux agir. C'est-à-dire que si c'est pas simplement un Tetris qui m'affiche mon plan de production, qui affiche précisément les séquencements avec les informations et les master data dont j'ai besoin, mais par exemple, si je souhaite, je peux déplacer les opérations, je peux les déplacer, les caler. En tant que planeur, j'ai la totale maîtrise du plan. Par exemple, cette opération qui passe sur un tour ici, qui est prévu le mardi 29, si je décide de le déplacer sur un autre tour le mercredi 30, si je le déplace, tout mon plan de production est mis à jour en fonction des liens de précédence entre les différents niveaux
entre les différents niveaux d'OF et les différentes opérations. Donc là, on a vu un peu que ce plan de production, il permettait de regrouper et d'afficher l'ensemble des master data dont on avait besoin de visualiser, mais on a aussi évoqué les critères et comment définir une stratégie de planification. Donc on va faire un petit cas d'utilisation où en tant que planeur, là, je vais venir stresser mon planning et je vais venir fermer 2 machines d'assemblage et je vais venir lancer le moteur automatique de séquencement et je vais pouvoir choisir 2 typologies de critères différents. Une pour optimiser plutôt les temps de réglage et une autre pour optimiser les délais clients. Donc d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais venir stresser mon planning, je vais venir par exemple ici ça pourrait être pour le cas une maintenance machine, où on va venir fermer le calendrier de ces machines-là. Ici ça va être une simulation où je vais venir ajouter un équipement. Donc je viens au niveau de mes calendriers et ici par exemple je vais venir fermer machine, ajout équipement et voilà. Et maintenant mon plan, ici je vois que ma période de fermeture des machines a été étendue. En tant que planeur, bien évidemment, je pourrais prendre les opérations d'une machine d'assemblage et potentiellement les mettre sur une autre machine. Là, je vois que je peux. Ça pourrait résoudre mes problèmes. Mais sinon, ce que je pourrais faire, c'est venir ici dans le moteur d'optimisation et optimiser mon planning, refaire un séquencement, refaire un calcul automatique pour retrouver un bon séquencement en fonction de certains critères. Et là, on revient à un niveau des facteurs clés de succès, choisir les bons critères. Par exemple, ici, je vais faire un premier ordonnancement en choisissant un critère qui va venir optimiser mes temps de réglage. Je peux voir ici qu'au niveau de mes indicateurs de performance, j'ai 2 jours de temps de réglage, en tout sur l'ensemble de mon planning, et 87% de taux de service. Si maintenant je lance mon moteur d'ordonnancement, je vois qu'ici, je suis passé à 1 jour de temps de réglage. J'ai divisé par 2 le temps de non-valeur ajoutée de mon planning, donc c'est assez intéressant. Par contre, mon taux de service, lui, il a diminué, donc c'est moins intéressant pour moi. Par contre, potentiellement, ce que je pourrais faire, c'est décider au contraire un autre critère qui lui permettrait de trouver peut-être quelque chose un peu plus équilibré. Donc, et entre le taux de service et les temps de changement. Si par exemple je choisis celui-ci et que je relance mon moteur d'ordonnancement, je vais pouvoir trouver un autre modèle où ici je retrouve mes 2 jours de temps de réglage. J'ai perdu 2% de taux de service par rapport à mon plan initial, mais potentiellement ça me convient mieux. Et l'idée c'est vraiment ça dans un APS, ce n'est pas euh, d'avoir un outil qui va vraiment dire exactement ce qu'il faut faire au planeur, c'est que le planeur ait la capacité de prendre des décisions informées. Et ces décisions-là, de les driver par rapport à des indicateurs de performance. Ces indicateurs-là qu'on voit haut à droite, ce sont des indicateurs que j'ai définis en tant que planeur. Et à chaque fois que je fais une analyse comme ça, je peux enregistrer des simulations. Comme par exemple ici, j'ai ajouté des bancs et j'ai optimisé avec le critère 3. Je peux enregistrer cette simulation. Et ensuite, je peux comparer des simulations entre elles. Donc là, notamment ici, dans mon onglet performance, je peux venir comparer à travers cet outil de simulation mes différents cas d'études. Donc je retrouve ici mes différentes simulations qui ont été préparées un peu en amont, avec une optimisation, la première, sans optimisation, et le plan initial. Et je retrouve différents indicateurs qui me permettent ensuite de choisir celui qui est le plus adapté par rapport à ma stratégie, par rapport à ce que je souhaite faire. Donc là, ça permet d'illustrer vraiment 2 facteurs clés de succès qui sont très importants. Le bon choix des critères d'optimisation, de la bonne stratégie d'optimisation à mettre en place dans l'outil de planification, et la qualité des master data. Puisqu'ici, la qualité des master data, ce n'est pas simplement de l'affichage, on se rend bien compte que les opérations ici, elles utilisent du temps sur les machines, du temps gamme, on a des liens de précédence entre opérations qui induisent des contraintes, et on a également des matrices de temps de changement. Par exemple, ici, quand on parlait de réduire les temps de changement, si je regarde, ça va surtout être par exemple sur du temps de changement outillage, une matrice qui calcule en automatique le temps de changement lorsque je passe d'un enchaînement à un autre. Et ça, ce sont des choses qu'il faut maintenir. Et un autre facteur clé de succès, ça va justement être cette gouvernance dans comment est-ce que cet APS va s'inscrire dans votre système de données. Où est-ce qu'on va maintenir les informations? Si ces informations sont maintenues dans l'ERP, à quelle fréquence est-ce qu'on les met à jour? Sinon, on les maintient dans l'APS, à quelle fréquence est-ce qu'on les maintient? Qui a accès à ces données? Toutes ces questions-là sont des questions qu'il faut se poser en amont du projet pour garantir un succès dans le projet d'ordonnancement. Donc là, ça permet de clôturer cette première partie sur la démo. Je vais repasser la main pour la suite de la présentation. Merci. Ouais, merci Guillaume. Effectivement, alors on va poursuivre. N'hésitez pas à utiliser le chat si
si des mots, des thèmes vous intéressent et vous êtes sur ces problématiques-là, si ces sujets vous font écho, à mettre ces informations dans le chat. Voilà. On a vu la première démo, on va passer au facteur clé de succès suivant qui concerne les contraintes. Donc on a parlé des critères ici, maintenant on va parler de la typologie des contraintes. Parce que ce qu'on constate dans les projets de déploiement… Frédéric, je te laisse passer les slides. Oui, alors, exact. Voilà. La partie contrainte, eh bien, il faut les identifier et surtout les qualifier de manière à ne pas vouloir mettre toutes les contraintes dans l'outil parce que ce serait une erreur. Et donc, l'objectif est bien de les prioriser, de les hiérarchiser, ces contraintes. Voilà, donc des typologies de contraintes, il peut y en avoir de plusieurs ordres, hein. Ça peut être des contraintes techniques, ça peut être des contraintes réglementaires, des contraintes fonctionnelles, organisationnelles. Un exemple, en contrainte de production, on a les capacités machines, hein, qui sont des contraintes, les temps de changement de série, on vient d'en parler, les disponibilités de ressources. D'autres contraintes qu'on a, ce sont les contraintes réglementaires. Par exemple, sur les contraintes de type environnemental, sur les consommations énergétiques ou les émissions de CO2, et puis des contraintes plus orientées métiers sur les délais clients, les priorités ou bien des règles de gestion. Voilà. Donc, on a vu ici donc les critères, les processus, les contraintes. Maintenant, on va voir un autre facteur clé de succès qui concerne, voilà, j'ai cliqué. Voilà, qui concerne la prise en compte des données réelles de l'atelier au niveau de l'ordonnancement. Hein. Et cette prise en compte de ça, c'est très important puisque eh bien, au jour le jour, hein, on se doit que l'outil informatique doit refléter la réalité physique. Hein. Donc, la recommandation au niveau de ce facteur clé, c'est la synchronisation au bon moment des éléments de la vie de l'atelier. Voilà. Et il y a une subtilité sur le terme au bon moment parce que effectivement le temps réel, on va dire, n'existe pas, mais il faut trouver la bonne fréquence de mise à jour des informations de l'atelier pour les ordonnanceurs. Ça, c'est lié à un certain nombre d'aléas. Alors, on peut lister les causes de ces écarts d'adhérence, on va dire. Hein. Et il peut y avoir des aléas d'ordre technique, comme des pannes machines, des imprévus. Il peut y avoir des aléas d'ordre humain, comme une personne absente sur une ligne ou bien une grève. Ça peut arriver, ou bien des retards d'approvisionnement en matière ou de composants. Ça, c'est au niveau des aléas plus logistiques, on va dire, ou bien des aléas de planification. Un client demande une priorité de dernière minute sur un ordre. Voilà, il faut prendre en compte. Mais ça peut être des aléas aussi externes qui sont liés à des approvisionnements de composants critiques ou sous tension. Ou bien des aléas numériques si on a une panne système ou une panne informatique réseau. Tout ça fait que dans l'atelier, on n'exécute pas à 100% le plan qui était prévu. Voilà. Alors, un dernier… Voilà, on l'a un peu dit, un facteur clé, on l'a appelé le numéro 6. Hein. Eh bien, on a vu comme il y avait des aléas au niveau de l'atelier, on a fourni un plan le plus réaliste possible. Eh bien, une clé, là, serait d'accepter que le résultat de l'ordonnancement ne soit pas parfait. Parce qu'on sait qu'il ne le sera pas. En revanche, de faire en sorte qu'il soit le plus proche possible de la réalité et surtout que l'outil d'ordonnancement est aidé et donc fait un gain de temps à l'ordonnanceur sur des règles définies. Voilà. Donc, un objectif, hein, ce serait de définir
au niveau du taux d'adhérence, hein, l'adhérence au planning, eh bien une adhérence atteignable. Hein. Il ne faut pas viser le 100%, parce qu'on sait qu'on n'y arrivera pas. En revanche, se définir un pourcentage d'adhérence au planning réaliste. Voilà sur cette partie. Et donc maintenant, on peut passer à la deuxième démo. Guillaume, je te redonne la main. Là, le but, ça va être effectivement de visualiser les contraintes d'ordonnancement et du coup, de les illustrer dans la démo, de visualiser également comment on peut avoir le rythme de vie d'un OF qui est pris en compte dans l'outil, comment est-ce que l'ordonnancement réagit, l'ordonnancement qu'on a fait dans le planning réagit par rapport à la réalité. Donc on va revenir ici, et là, donc ça c'était la première vue qu'on avait vue, notre Gantt machine, où on voyait les opérations et les OF qui étaient séquencés sur les machines. Maintenant, on va basculer, et je vais en profiter pour introduire un autre écran ici, qui est le diagramme matière. Et puisqu'une des premières contraintes que je vais illustrer, ça va être la disponibilité des composants critiques. Et ici, dans cette démo, j'ai ces composants-là, qui sont listés là, comme matière première, comme composants critiques de mon plan de production. Et là, j'affiche, jour par jour, les consommations par composant. Donc là, par exemple, le vendredi 25, je consomme 700 pièces de ce composant-là. Et si je clique dessus, je vois exactement les codes OF qui consomment et en quelle quantité. Et à travers les consommations et les approvisionnements de ces composants et le stock initial, ça me permet d'aboutir à un stock prévisionnel, c'est-à-dire la vision du stock projeté en fonction du plan de production que j'ai, en fonction des approvisionnements qui sont prévus, en fonction des niveaux de stock qui sont déclarés. Et à travers ces niveaux-là, ça va me permettre d'identifier facilement les ruptures composants. Là, par exemple, on peut facilement voir sur ces lignes-là que j'ai certains composants sur lesquels on va dépasser des niveaux de stock objectifs. Ici, on voit que là, par contre, on a des ruptures composants qui sont signalées avec une alerte rouge. Ici, j'ai une alerte rouge foncée pour me dire, attention, là, j'ai une rupture. La différence entre les deux, ça veut dire que j'ai souvent un délai d'appro là dans ma démo qui est de 1 semaine. C'est-à-dire que là, cette rupture-là, je ne peux pas y pailler. Je vais pas pouvoir y échapper, il faut que je décale ma production. Si j'appelle mon fournisseur, il va pas pouvoir me livrer dans la journée. Par contre, je devrais être en mesure de me faire livrer pour le vendredi. Et dans le planning de production, là, j'ai joué sur la couleur pour me mettre en évidence les OF et les productions sur lesquelles j'ai détecté une potentielle rupture. Enfin, l'outil a détecté une potentielle rupture en mettant en place la couleur rupture matière OF. Donc là, sur cette démo, puisqu'on a une seule rupture ici, par exemple sur les premiers jours, et une production qui est menacée d'une rupture, on peut assez facilement faire le lien. Mais lorsqu'on a des dizaines de milliers de composants, on peut utiliser les outils de mise en évidence, d'où l'outil, pour justement filtrer les vues ici sur les composants de cette production. Là, par exemple, si je clique sur cette production-là, j'affiche uniquement ces composants-là. Et donc là, manuellement, en tant que planeur, je peux répondre à cette contrainte-là. Alors, je peux y répondre en disant, bah, cette production, au final, je vais la décaler à un autre moment jusqu'à ce que j'ai un réappro. Donc maintenant, je n'ai plus de rupture sur ce composant, mais attention, j'ai décalé mon planning. Ou sinon, ce que je peux faire, c'est utiliser les fonctionnalités de calcul automatique de l'outil pour me prendre en compte cette rupture, cette contrainte-là, comme contrainte forte dans l'outil. Là, par exemple, maintenant, si j'active ici la contrainte de matière première, cette contrainte-là va venir faire en sorte que dans mon planning, je vais empêcher toute planification d'OF si j'ai une rupture. Donc là, par exemple, on a décalé des OF. On peut voir que notre taux de service, on se rappelle tout à l'heure, il était de 97%, donc j'ai de nouveau perdu 3% de taux de service. Mais par contre, j'ai fait en sorte que mon plan, maintenant, il ne soit plus soumis à cette contrainte-là. On peut remarquer également qu'ici, on maintient tout de même des niveaux d'alerte où on a détecté des futures ruptures, mais pour lesquelles on est dans le délai d'appro composant. Donc là, on va se poser la question de est-ce que cette contrainte-là, on l'active en automatique ou est-ce qu'on la garde au niveau alerte visuelle? Et on peut faire ça, là on a parlé de la disponibilité des composants, mais on peut également faire ça sur d'autres contraintes. Notamment, une autre contrainte qui est très importante, dont on a beaucoup évoqué aujourd'hui, c'est la disponibilité de la main-d'œuvre. Ce qui me permet d'introduire une autre vue dans la solution Daimler-Hortems, le diagramme de charge. Ici, j'ai modélisé plusieurs ressources secondaires, et pour chacune de ces ressources secondaires, j'ai une maille de temps où j'affiche la charge en heures des OF sur ces ressources-là. Et celles qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est ces trois-là, la main-d'œuvre méca, assemblage, et ici une autre ressource main-d'œuvre, qui font partie de la famille ressources main-d'œuvre atelier. Et je peux visualiser ici une certaine durée, une certaine charge en heures sur ces ressources-là qui correspondent à des OF.
Ces OF sont, là par exemple, c'est l'ensemble des OF qui sont planifiés le vendredi 2. Ils induisent une charge de 129 heures sur mes ateliers main-d'œuvre méca. Et je les retrouve ici. Et on peut voir qu'ici j'ai une charge, mais surtout j'ai également une capacité qui a été définie. C'est-à-dire que là, j'ai une capacité de 100 heures par jour, or j'ai une charge de 129. Ce qui fait que mon diagramme charge-capacité, si je le mets en pourcentage, je dépasse. Je suis au-dessus de cette capacité-là. Et si je souhaite, je peux maintenant dire, j'aimerais bien contraindre mon planning par rapport à cette capacité-là. Mon planning main-d'œuvre, il est défini, je ne peux pas rajouter des personnes comme je souhaite, il faut que je vienne contraindre mon planning. Et là, c'est tout comme on a fait pour les matières premières, je peux au niveau du paramétrage de mes contraintes, activer la contrainte ressources secondaires. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que cette contrainte-là, on peut piloter sur quel horizon est-ce que cette contrainte-là va s'appliquer. Par exemple, pour les ressources main-d'œuvre, souvent, on va avoir le plan de production, les plans de personnel avec les ouvertures de postes qui vont être définis 3-4 semaines à l'avance. On a déjà validé les congés, on a déjà validé les plannings personnels, donc on ne peut pas revenir dessus. Cette partie-là, c'est une contrainte. Par contre, le reste, après un mois, là, peut-être qu'on pourrait se dire, là, on peut se permettre d'ouvrir le week-end. On peut se permettre peut-être de dire, ah, est-ce qu'on prend des intérimaires? Est-ce qu'on fait de la sous-traitance capacitaire? Etc. Donc là, par exemple, si je décide de contraindre mon planning sur les 30 premiers jours, maintenant, si je relance mon moteur d'ordonnancement, je vais prendre en compte cette contrainte-là. Et évidemment, ça va avoir un impact sur mon taux de service puisque j'étais sous-capacitaire. Mais maintenant, je respecte bien ma capacité sur les 30 premiers jours de mon planning. Ici, je vois qu'une fois que je dépasse les 30 premiers jours de mon planning, là, de nouveau, je suis plus contraint par cette contrainte-là. Une dernière chose qu'on a évoquée, c'est le fait que dans un planning, on a le rythme de vie des OF. Si je rouvre mon planning initial, je vais vous montrer comment est-ce qu'un outil de production, on doit prendre en compte également le rythme de vie des OF et le fait qu'on peut avoir des éléments extérieurs qui viennent perturber ce planning-là. Ce planning-là, tel qu'on l'a établi, on le renvoie dans le RP et après il est distribué à la production. Donc on a des choses qui viennent stresser le planning. On a de l'adhérence planning qui n'est pas forcément fiable à 100%. Et donc ici, je vais vous montrer, on va venir stresser le planning à travers un événement collaboratif où un utilisateur ici vient m'informer qu'une des machines, par exemple, elle est en panne. Et là, par exemple, je vois le nom de la machine, celle-ci, elle est en panne du 25 au 26, et donc je dois réagir à ce planning-là. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant d'accepter cet événement collaborateur, je vais venir fixer un planning de référence qui va me permettre de mesurer l'adhérence planning. Et maintenant que je vais mettre l'avance couleur délai de référence, et que je viens appliquer cet événement de suivi à mon planning, je visualise très rapidement quels sont les OF qui ont été décalés par rapport à la dernière fois où j'ai fixé mon planning de référence. Ça, c'est très intéressant parce qu'en pratique, par exemple, on établit un planning, on le valide avec la production, on valide aussi avec la logistique, avec les appros, on le fait peut-être une fois par semaine, on enregistre un plan de référence, et ensuite, au fur et à mesure de la semaine, on peut suivre le décalage. Est-ce qu'on a pris de l'avance ou du retard par rapport à ce planning de référence? Et ça, c'est très intéressant puisque on n'a jamais des gammes sûres à 100%. On a toujours des nouveaux équipements, on a toujours des nouveaux produits, mais là, ça va nous permettre de piloter finement là où on prend de l'avance et là où on prend du retard. Et aussi de se dire, là, si j'ai pris de l'avance ou si j'ai pris du retard par rapport à ce plan de référence, est-ce que c'est parce que j'ai des nouvelles équipes ou est-ce que c'est parce que j'ai un nouvel équipement ou est-ce que c'est parce que mes master data sont trop ambitieuses ou pas assez? Et donc là, on a vu vraiment comment on a illustré vraiment plusieurs facteurs clés de succès. Quelles contraintes est-ce qu'on met en œuvre dans notre planning? Comment est-ce qu'on les intègre? Comment est-ce qu'on les intègre en tant que contrainte forte ou en tant qu'alerte? Et aussi le fait qu'en tant que planeur, il faut accepter que le planning, il vit et donc il peut être stressé par le retour de la production, il peut être stressé par des mouvements d'appro qui sont décalés et c'est effectivement le but, c'est que le planning soit le plus réaliste possible. Donc maintenant, ça clôture cette partie-là sur la démonstration. On va repasser sur la présentation générale. Parfait, merci. Hop, on y retourne tout de suite. Voilà, hop, la partie suivante. Excusez-moi, j'arrive sur les slides. Alors, la partie suivante, c'est effectivement donc dans les derniers facteurs clés de succès que nous allons présenter. Alors, vous l'avez compris, en fait, l'ordonnancement est finalement après un processus un peu final, je dirais, dans toute la chaîne de planification. Donc,
de lui-même, en fait, ce processus ne peut pas être isolé. Il faut bien le prendre en compte dans une chaîne globale de planification. Alors, bien sûr, suivant la nature de l'entreprise, suivant vos complexités produits, etc., vos horizons de planification seront un peu différents. Et pour certains, il sera primordial, d'anticiper suffisamment, là où pour d'autres, ça sera sur un besoin d'horizon un peu plus court, en fait. Mais il est important d'avoir bien cette réflexion. Le processus d'ordonnancement s'inclut dans une chaîne de planification. Et pour ça, on vous invite à vous appuyer sur les bonnes pratiques de planification qui sont notamment promues par l'APIX. Et on voit le schéma qui correspond à ce qu'on appelle globalement la boucle MRP2, hein, donc avec toutes les couches en amont, donc le SNOP, le plan directeur de production, donc le MPS, qui va découler ensuite sur le CRP pour la partie adéquation charge-capacité. Et là, on commence à rentrer dans l'ordo, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, vraiment, l'ordonnancement en lui-même. Donc, bien réfléchir à l'ensemble de cette chaîne de planification, c'est là aussi un facteur clé de succès. L'autre facteur, c'est vraiment sur le côté, la dimension projet, hein. Donc, ce projet d'ordonnancement, c'est un projet qui doit engager la direction de l'entreprise. Souvent, l'ordonnancement est vu comme quelque chose de très terrain, mais qui a pourtant un impact fort sur l'ensemble de la performance, puisque c'est là où va jouer, au niveau d'une entreprise industrielle, la réalisation et de la promesse client que l'on a pu formuler, en fait, hein. Donc, les sponsors doivent être vraiment convaincus de l'intérêt d'un outil pour les ordonnanceurs et pour améliorer donc cette performance, afin d'allouer les ressources nécessaires et le budget nécessaire pour garantir que le projet sera un succès et faciliter sa réussite. Ce qui est important aussi, c'est que le sponsor, qui souvent peut être au niveau de la direction industrielle ou peut-être de la direction générale dans certaines entreprises, soit, je dirais, acculturé aux bonnes pratiques de planification et d'ordonnancement pour qu'ils comprennent bien les impacts des décisions qu'il aura à prendre pour faciliter le déroulement du projet. Ça, c'était le facteur clé de succès numéro 8. Et donc, le facteur clé de succès numéro 9, c'est là aussi, hein, puisque c'est un projet, c'est vraiment un projet à part entière avec une équipe projet qui est définie, qui est dédiée, des rôles et responsabilités qui sont clairs, arriver à libérer de la disponibilité des différents sachants, que ce soit aussi côté métier, aussi bien côté métier que côté système d'information, et que le planning du projet soit bien partagé avec l'ensemble des parties prenantes, la maintenance, les équipes master data, les équipes de production, etc. Et il faut prendre le temps de faire le projet de manière à ce qu'il délivre les bons résultats. Et prendre le temps, ça veut dire être capable de lotir, en fait, et d'accepter de dire, bah voilà, on va pas, comme disait Frédéric, on va pas prendre toutes les contraintes tout de suite en compte. On va prendre un certain nombre de contraintes dans le premier lot, histoire d'avoir une logique un peu de MVP, un minimum viable product. Et ensuite, on viendra, donc on mettra en production, et ensuite on viendra enrichir cette solution avec potentiellement des nouvelles contraintes une fois qu'on aura bien la maîtrise complète de l'ensemble des résultats fournis par l'outil. Voilà. Et ensuite, le dernier facteur clé, c'est le numéro 10, il concerne la gestion du changement, hein. Dans le cas du projet, on s'en doutait, hein, la partie changement est très importante parce qu'on amène avec un outil, une technologie, et ça peut pas être fait en claquant des doigts, ça peut pas être fait sur des périodes extrêmement courtes. Donc, une stratégie d'accompagnement adaptée en fonction de la maturité des intervenants, des ordonnanceurs, un plan de formation qui est défini graduellement, hein, on vient de le dire, on ne veut pas tout faire tout de suite, et puis définir un pilote de manière à ce qu'on puisse tester, essuyer les plâtres sur un premier site et voir ce qui marche bien avant de déployer sur une grande envergure. Voilà, je laisse la parole à Nicolas pour l'aspect gain au niveau de l'outil. Ouais, merci Frédéric, merci. Donc les gains sur la mise en place de sites de solutions sont vraiment importants. Alors attention, pour que ces gains soient là, il faut bien suivre l'ensemble des 10 facteurs clés qu'on vient d'énumérer. Et évidemment, on n'a pas un seul client qui a eu l'ensemble de ces gains. Mais sur chaque gain identifié ici, on a un client qui a identifié et pu mesurer ces gains-là, que ce soit au niveau de la diminution du temps de cycle, diminution des temps de réglage, la réduction des stocks ou alors l'augmentation, un certain nombre d'augmentations, que ce soit au niveau du taux de service client, de la productivité. Donc encore une fois, on a des gains importants si on respecte l'ensemble des facteurs clés qu'on vient de mentionner.
Merci Nicolas. Alors, il nous reste quelques minutes pour prendre un certain nombre de questions-réponses. Alors, j'ai deux questions a priori qui ont été posées dans le chat. Première question de Pierrick. Quelle est la durée d'un projet de mise en place d'une solution d'ordonnancement et quels sont les critères qui font varier cette durée? Qui veut répondre, Nicolas? Oui, je peux prendre la main sur cette question. Alors, la durée d'un projet d'ordonnancement, que ce soit de l'ordonnancement, de la planification, de toute manière, c'est variable. C'est variable en fonction de la complexité du projet. Ça, c'est le premier point. Mais si on veut donner un certain nombre de métriques, on a l'habitude de dire qu'un projet d'ordonnancement ou de planification, c'est entre 6 et 9 mois. Mais sur les critères qui peuvent les faire varier, ils sont simples. Il y en a deux principaux critères. Le premier, ça va être la qualité des données. On en a parlé, la qualité des données est un facteur extrêmement important dans la durée de mise en place. Et le deuxième critère va être la disponibilité des équipes. On insiste toujours dessus. C'est les équipes vont avoir leur quotidien à gérer. Il est important de les rendre disponibles sur ce projet-là. On est souvent nous challengés en tant qu'intégrateur sur la disponibilité de chez nous, de pouvoir faire ce projet-là, d'implémenter ces projets-là. La vraie question, elle est souvent beaucoup plus chez le client, puisqu'aujourd'hui, il y a une charge de travail aussi chez le client à faire sur ce type de projet. Et c'est aussi le client doit se rendre compte qu'il doit libérer ses équipes pour l'implémentation se fasse rapidement. Donc voilà, pour conclure, entre 6 et 9 mois, ça peut être plus rapide ou moins rapide suivant les critères que je viens d'évoquer. C'est vrai que je me permets juste de compléter ta réponse, Nicolas. C'est vrai que, comme on disait un peu dans les facteurs clés, on a souvent tendance un peu à sous-estimer le temps y consacré. On voit ça un peu comme un projet informatique, alors que c'est vraiment un projet métier. Donc, il est important de prendre le temps aussi de se questionner sur les processus que l'on va mettre en place autour de l'outil pour garantir que cet outil va être correctement alimenté. Et ça peut prendre du temps, en fait, parce que ça peut avoir des impacts sur l'organisation en elle-même. Donc, oui, il faut prendre le temps et pas vouloir aller trop vite pour réaliser ce type de projet. Deuxième question de Suzy. L'intégration d'un outil d'ordonnancement best of breed avec l'ERP est-il compliqué à mettre en œuvre et à maintenir? Qui veut prendre la question? Guillaume? Oui, tout à fait. Alors, pour nous, en général, on s'intègre souvent avec des ERP, avec Dolmy Hortems, et en tout cas, dans l'analyse au début du projet, il faut réfléchir à comment intégrer de la façon la plus élégante en termes de maintenance des données, en termes de création des données aussi, en termes de fonctionnalités. Quelles fonctionnalités sont le propre de l'ERP, quelles fonctionnalités sont le propre de l'APS, on va mettre en œuvre. Et si on construit bien ce schéma-là, on n'a pas de souci à le mettre en œuvre et à le maintenir. Même s'il y a des montées de version, notamment par exemple avec des ERP comme SAP, il n'y a aucun souci pour maintenir ces fonctionnalités-là d'une version à une autre. Tout dépend vraiment au niveau c'est là où la phase clé, c'est vraiment au niveau de l'analyse. On va venir définir qu'est-ce qui est du propre de l'ERP et qu'est-ce qui est du propre de l'APS. Et c'est là où on rejoint ce facteur clé, tu sais, qui correspond à l'architecture applicative, en fait, qui doit être clairement définie aussi au regard en fonction des processus métiers que l'on souhaite couvrir ensuite avec l'outil. En fait. Il y a effectivement un point, c'est d'anticiper l'après-projet au niveau des gens qui vont piloter, gérer les interfaces et gérer le bon fonctionnement de l'ensemble. Voilà. Il faut penser que cette gestion doit être prévue à l'avance quand un démarrage est fait. Tout à fait. Alors, je vois, on arrive au temps imparti. On a été plutôt efficace. Voilà. A priori, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que alors, il y a une petite dernière vite fait. On va voir. On a peut-être. Là, on parle d'IA. Je vous félicite pour avoir réussi à faire une présentation sans parler du sujet à la mode de l'IA. Est-ce que utilisé pour modéliser ce qui est parfois intuitif, basé sur l'expérience dans de nombreuses sociétés? Alors, je pense que côté IA, voilà, est-ce que vous souhaitez apporter une petite réponse là-dessus ou on répond, on arrive au bout du temps? Est-ce que c'est effectivement des choses sur lesquelles on étudie dans les solutions APS. De toute façon, on a aussi une algorithmie qui est un moteur d'optimisation qui lui va apporter de l'intelligence au calcul automatique, mais on a également des solutions en développement qui permettent d'analyser également le passé
pour faire, entre guillemets, du prédictif. Et là, on retrouve cette dimension d'IA, mais aujourd'hui, on ne l'a pas présentée puisqu'on voulait vraiment se focaliser sur la partie ordonnancement. Parfait, merci. Je vous propose qu'on clôture ici. On a tenu l'heure, donc merci à tous pour cet échange et les questions qui ont été posées. Pour les personnes qui auront l'occasion de regarder le replay, vous avez nos coordonnées aussi. Vous n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour répondre à vos questions. Voilà. Merci à tous pour votre participation. On espère que le sujet donc vous a intéressé et vous aurez d'ailleurs l'opportunité à l'issue de ce webinaire de noter celui-ci. Donc, merci de prendre quelques instants pour réaliser cette notation. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.